Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir donc presque à la fin de notre série de conférences. Il en reste deux dans les 2 semaines qui vont suivre. Nous avons donc bien entendu l'honneur et le plaisir de recevoir un nouvel invité ce soir. Après nombre d'invités prestigieux, spécialistes de la matière napoléonienne, venus d'ailleurs ou venus de Corse, qui nous ont parlé de Napoléon et la Corse, série de conférences décidée par l'Assemblée de Corse il y a quelques mois. Donc nous avons ce soir le plaisir de recevoir Gaston Le Roulenchi, qui va prononcer une communication sur le thème « Quels étaient les liens de Napoléon Ier avec la franc-maçonnerie et était-il un frère ?» Alors, quelques mots de présentation de Gaston Le Roulenchi, notre conférencier. C'est le délégué Gaston Le Roulenchi du souvenir napoléonien pour la Corse. Il en est devenu récemment le premier administrateur corse. Nous l'en félicitons. Il est auteur, réalisateur, conférencier, président également, et c'est une autre partie de sa vie, de l'Ordre des infirmiers de la Corse. Et il travaille d'ailleurs parfois sur des thématiques qui lient, je dirais, ses deux passions, son métier et également l'histoire napoléonienne. Il a d'ailleurs rédigé un mémoire intitulé « Le service de santé sous le Premier Empire ». Donc, c'est un invité qui va véritablement être en mesure de nous dévoiler tous ces liens entre Napoléon et la franc-maçonnerie, par-delà les mythes, par-delà ce que l'on a pu raconter. On va aujourd'hui faire de l'histoire et essayer de s'approcher au plus près de la vérité. Alors, je rappelle les partenariats donc, de ces conférences autour de Napoléon et la Corse. Il y a bien entendu la collectivité de Corse qui est l'organisateur principal, en partenariat avec le laboratoire de l'Université de Corse, l'ISA, laboratoire CNRS, et également la délégation du souvenir, la délégation Corse du souvenir napoléonien, donc, qui a été notre partenaire sur l'ensemble des conférences, mais évidemment ce soir encore davantage, compte tenu du fait que c'est le délégué du souvenir napoléonien qui prononce la conférence. Alors sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Gaston, vous avez la parole donc pour nous parler des liens de Napoléon Ier avec la franc-maçonnerie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Cher Jean-Guy, et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées sur Internet. Donc, comme vous l'avez dit, nous arrivons bientôt au terme de ce cycle de conférences réalisé en visio en raison de la situation sanitaire. Ce colloque virtuel qui a débuté en avril et qui se terminera donc dans 15 jours a été le fruit d'un partenariat fort réalisé entre l'Assemblée de Corse, le laboratoire LISA-CNRS de l'Université de Corse et donc le souvenir napoléonien, à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Le fil conducteur en a été Napoléon et la Corse. Ce thème a été abordé sous différents aspects et cela démontre la complexité de la relation entre Bonaparte-Napoléon et son île natale. Je tiens à remercier le président Talamon qui a permis ce partenariat, ainsi que le secrétariat général, le secrétariat de la présidence de l'Assemblée et les services, en particulier le service informatique de la collectivité pour leur support technique. Alors, je vais profiter de mon intervention pour signaler aux résidents corses la reprise des activités en présentiel de la délégation de Corse et leur dire que ce jeudi 7 octobre à 18h30, au sein du Palais Fèche, va se tenir une conférence sur le thème, à 18h30, sur le thème « Histoire de la création de l'Opéra Garnier, joyau du Second Empire ». Présentation réalisée par M. Régis Rouillet, qui est administrateur de la Fondation Napoléon et secrétaire général des Amis de Napoléon III. Il va nous montrer les dessous de l'Opéra Garnier, de la création. Je pense que ça serait très intéressant. L'entrée sera libre, bien entendu. Donc, je reviens ce soir à ma communication qui est orientée sur un aspect particulier de l'empereur. J'ai eu la chance de suivre en Sorbonne les cours du professeur Tullard que nous avons reçus
Et quelques années plus tard, chacun de nous est intervenu à l'occasion d'un colloque à Reims, lui sur Napoléon et les femmes, ce qui montre l'étendue de son savoir sur Napoléon, et moi sur le service de santé durant les périodes Révolution et Premier Empire. Au dîner de clôture, le maître et l'ancien élève se sont retrouvés assis à côté, ils ont échangé, et alors il m'a dit une phrase qui m'a profondément marqué. Il m'a dit que les historiens étaient des prophètes du passé. Effectivement, l'historien connaît l'issue d'une bataille, mais malheureusement, il est des domaines où nos recherches, notre travail d'investigation est mis en défaut, tout simplement car nous ne trouvons aucune trace fiable et confirmée des faits supposés. Je vais vous citer par exemple Ravaillac a-t-il agi seul? Et dans la négative, qui c'est qui a remis son bras? Quelle identité du fameux masque de fer? Lee Harvey Oswald était-il le seul tireur? Qui avait intérêt à faire disparaître John Fitzgerald Kennedy? Sans compter que parfois les contemporains des faits étudiés brouillent volontairement les cartes. Je cite un exemple qui me vient à l'esprit, le suicide d'Adolf Hitler. Était-ce son cadavre qui a été retrouvé dans les ruines de son bunker? Staline a volontairement semé le doute parmi les alliés et a dissimulé pendant des années le résultat des analyses de ses experts avant de le confirmer. Alors, Napoléon, franc-maçon ou pas? Si la question est posée à une assemblée de personnes, invariablement, une partie va répondre catégoriquement oui et l'autre non. C'est un sujet clivant qui apporte donc une réponse tranchée basée sur l'affect de la personne questionnée. Je ne vais pas d'emblée vous donner moi aussi une réponse tranchée, mais dans un premier temps, vous apportez les éléments qui plaident en faveur de son appartenance et dans un second, ceux qui plaident pour son non-appartenance. Mais est-ce vraiment important de savoir si Napoléon Ier était franc-maçon? Après tout, nous sommes dans le domaine du personnel, cet homme a droit à son jardin privé. Cependant, oui, je pense qu'il est important de se poser cette question, car il est indéniable que l'appartenance à la franc-maçonnerie change un homme, sa vision du monde et surtout sa perception qu'il en a. Et bien entendu, Napoléon Ier étant empereur et dans sa volonté, nous le savons, de tout réglementer, il est certain que s'il est franc-maçon, toutes ses décisions seront entachées par les idées, les débats se déroulant en loge maçonnique. Mais auparavant, il convient de replacer la franc-maçonnerie dans le contexte historique. La franc-maçonnerie est prise dans le tourment de la Révolution. Nombre de frères ont fait la connaissance du rasoir national, de la Louisette, de la Veuve, de la bascule à Charlot. Charlot, Charles-Louis Sanson, bourreau sous la Révolution, surnom donné à la guillotine et j'en passe. D'autres frères plus chanceux ont eu la chance de se exiler pour se mettre à l'abri. Le fait que la maçonnerie soit à l'origine de la Révolution est une idée assez répandue. Et pourtant, dans les faits, cela n'est pas réellement exact. Les frères dans leurs loges respectives, par leurs discussions, par leur volonté d'amélioration de l'homme et par là d'une société plus juste et égalitaire, ont effectivement contribué à l'éclosion d'un idéal révolutionnaire. Oui, les loges maçonniques furent le creuset où la Révolution s'est formée, où elle s'est enrichie, des débats entre frères. Mais en aucun cas, ils ne contrôleront la Révolution pour façonner la société selon leur vision humaniste. Cependant, la Révolution est jalonnée de marqueurs maçonniques. Je vous citerai la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, qui est issue directement des loges. Les entêtes des décrets de la Convention comportent des symboles maçonniques. Cela explique la coutume, la légende de dire que la maçonnerie est la mère de la Révolution. Là, vous allez voir des diapos qui vont s'afficher, où vous avez ici représenté un tampon du service de santé de la Révolution. Vous voyez le bonnet phrygien, qui est l'emblème adopté par les sans-culottes, bonnet phrygien qui symbolise soit les forçats, soit en remontant à la Rome antique, il était donné aux esclaves qui avaient leur liberté. Et vous voyez de part et d'autre, vous voyez là à gauche, l'œil de la connaissance, l'œil qui voit tout, qui est évidemment un symbole éminemment maçonnique. De l'autre côté, le coq. Ce coq peut avoir deux interprétations. D'une part, la vigilance que doit avoir le peuple français pour conserver sa liberté, mais le deuxième cas, c'est le coq maçonnique, le coq de l'éveil. L'homme doit s'éveiller. Ici, je vous ai représenté une entête de la Révolution où nous voyons le niveau maçonnique, bien entendu. Et là, un autre emblème, un bulletin des lois, où nous voyons donc la justice qui équilibre et qui s'appuie sur le niveau de la franc-maçonnerie. Donc, effectivement, cela a pu induire en erreur pas mal de personnes et dire que la franc-maçonnerie a réglementé, a géré la Révolution. Il convient de rappeler que le grand maître Philippe Égalité, qui est également régicide,
a structuré la franc-maçonnerie et a donné naissance au Grand Orient. Cependant, il a été exécuté. Mais suite à cette exécution, la franc-maçonnerie cessa toute activité visible de 1793 à 1795. En 1789, le Grand Orient de France comptait sur le territoire 70 000 frères répartis en 320 loges, y compris 68 loges militaires. En cette période troublée et violente qu'est la Révolution, le doute et la suspicion sont partout, et la franc-maçonnerie n'y échappe pas. Pour les uns, c'est un repère de jacobins, pour les autres, un repère de royalistes. J'ai envie de dire que cela est vrai selon le point de vue où l'on se place, car au sein de ces loges se trouvent des hommes de toutes tendances et aussi dans les loges d'adoption, c'est-à-dire composées de femmes, mais j'y reviendrai. Nous trouvons par exemple la sœur Marie-Antoinette. Citons la Vendée, où la guerre civile se déroula. Sur 731 frères recensés, il y avait 111 prêtres, dont 75 réfractaires, donc qui n'ont pas adhéré à l'idéal révolutionnaire, sans compter les chefs de la chouannerie. Je ne vais pas vous citer la liste interminable des frères, il y a suffisamment de livres écrits sur ce sujet, mais quelques-uns dont le nom s'impose à notre esprit par la place qu'ils ont occupée durant cette période. Nous avons Danton, Rouget de Lille, auteur de la Marseillaise, Marat, Saint-Just, le docteur Guillotin justement, qui voulait que tout supplicié soit égal devant la mort. Avant, les gueux étaient pendus ou roués et les nobles étaient décapités. Il voulait l'égalité, y compris dans la mort, d'où l'introduction de la guillotine. Alors, il ne l'a pas inventée, la guillotine, c'est une erreur fausse. Elle a été inventée par un ouvrier allemand et améliorée par un menuisier italien. Il y a aussi également Fabre d'Églantine, à qui nous devons la création du calendrier républicain et la chanson « Il pleut bergère », que je vous invite à lire. Vous verrez qu'elle est remplie de symboles maçonniques. Le peintre David Cambacérès et bien d'autres. Et n'oublions pas Lafayette, qui aura la charge de protéger la famille royale. Il fera passer Louis XVI sous la voûte d'acier réalisée par les soldats de la garde nationale. Cette voûte d'acier qui est faite par tous les maçons lorsqu'ils reçoivent en loge un dignitaire ou le vénérable maître de la loge. Nous connaissons le sort réservé au roi. Ceci montre bien que la Révolution échappe au contrôle des francs-maçons. Et durant cette période, attendez, je vais arrêter la présentation. Et durant cette période, des maçons se sont affrontés dans le monde profane pour défendre leur idée. Le célèbre exemple révélateur de cette opposition est l'altercation entre deux frères, le marquis de Debrézé et Honoré Riquetti, comte de Mirabeau. Lorsque celui-ci répondra à sa demande d'évacuation, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Donc nous voyons bien qu'il y a des frères de part et d'autre. Mirabeau, d'ailleurs, sera la première personnalité à entrer au Panthéon le 4 avril 1991. Il sera également le premier à en ressortir 3 ans plus tôt à cause d'une correspondance découverte qu'il entretenait des liens avec le roi. Sa qualité de maçon ne l'a pas sauvé, même au-delà de la mort. Je rappelle aussi la suspicion au sujet de la victoire de Valmy. Certains supposent que les frères Danton et Brunswick se sont entendus et que Danton a payé son frère Brunswick avec les bijoux de la couronne. Encore une énigme historique qu'il faudra peut-être un jour résoudre. Pour résumer en quelques mots cette période de terreur, la Révolution ne fit pas le tri entre guillemets les bons et les mauvais maçons. De 320 loges en 1789, le Grand Orient en compte officiellement 0 en 1793. Le 9 Thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1794, marqué par la chute de Robespierre, ça représente la fin du régime de la terreur. Mais il faut rajouter qu'il n'en fut pas le seul responsable de cette terreur. Les maçons vont reprendre le chemin des loges en se comptant, car un nombre important manque à l'appel. Il va y avoir une recomposition de la franc-maçonnerie et du travail réalisé en loge. Elle va être plus unique avant la Révolution et ne faire qu'une avec le pouvoir, et celui-ci est détenu par Bonaparte. Je cite l'historien Albert Mathiez, décédé en 1932, spécialiste de la Révolution, qui écrivait au sujet de la maçonnerie: la franc-maçonnerie nouvelle, celle qui s'organise autour du premier consul, est toute différente de l'ancienne. Autant celle-là est hétérogène, autant celle-ci est unifiée. Elle ne comprend plus que des hommes unis par la même solidarité, celle que la Révolution a forgée. Elle est devenue le refuge et la citadelle de tous ceux qui ont bénéficié de la crise qui touche à sa fin. Elle se sert autour de Bonaparte, qui la protège de son épée et de sa popularité. Maintenant, nous allons voir pour quelles raisons Bonaparte, justement, va-t-il se positionner en faveur de la franc-maçonnerie
et va même favoriser son développement. Il faut prendre en compte deux éléments importants, la religion et les rapports de Bonaparte avec le pape. En fin politicien, et je vais jusqu'à dire en fin stratège, le premier consul va bien saisir les enjeux du pouvoir et il sait pertinemment qu'il va avoir besoin du pape Pie VII pour légitimer son autorité. Lui qui, contrairement au roi, n'est pas d'essence divine et ne tient pas son pouvoir de Dieu comme les rois catholiques. Il va faire preuve de bonne volonté, du moins en apparence. N'oublions pas le concordat signé le 15 juillet 1801 avec le Saint-Siège qui a pour objectif de calmer les tensions, pour ne pas dire plus, résultat de la Révolution, en reconnaissant que le catholicisme est la religion de la grande majorité des Français. Il ne l'impose pas. Bien entendu, cette signature n'a été possible qu'au prix de certains compromis, et Bonaparte n'hésite pas à sacrifier ce qui n'est pas utile. Il est véritablement dans une stratégie de reconnaissance de son pouvoir. Les sacrifiés de ce concordat sont les théophilanthropes, cette religion à l'origine destinée à se substituer au catholicisme et à se libérer de l'emprise du pape qui était né. C'est un mouvement déiste basé sur l'amour de Dieu et des hommes. Il se réunissait dans les églises catholiques de 1797 à 1801 pour célébrer un culte inspiré de l'être suprême, religion de substitution créée par les révolutionnaires. Le 5 octobre 1801, un arrêté consulaire leur interdit l'accès aux églises selon le souhait du nonce Spina qui veut mettre fin à une profanation des lieux catholiques. Un petit clin d'œil, le 10 juillet 1804, Jean-Étienne Marie Portalis est nommé ministre du culte alors qu'il est un maçon issu des loges écossaises. Bonaparte sait que le Saint-Siège est un partenaire exigeant. Il ne veut pas se lier exclusivement à l'Église. Là encore, le stratège pointe son nez. Il souhaite mettre en place une sorte de contre-pouvoir et la maçonnerie renaissante lui semble parfaite dans ce rôle à condition de pouvoir la contrôler de l'intérieur. Le développement de la franc-maçonnerie, favorisé par Bonaparte puis Napoléon, va vite prospérer. Fin 1800, 74 loges. En 1802, 114. 1804, 300. 1806, 664. 1810, 1161. Et en 1814, à la chute de l'Empire, il y aura 1219 loges. Il convient de rajouter les loges militaires. Le rôle de ces maçons militaires est de propager dans les pays conquis l'esprit français et l'idéal révolutionnaire et bien entendu d'essaimer en fondant des loges amies ou plutôt en amitié avec la France. Ils jouaient le rôle de missionnaires. Au niveau purement maçonnique, nous pouvons cependant nous poser la question du travail effectué en tenue, du fait même de leurs conditions militaires, déplacement des unités, combats, tués, blessés. Leur nombre va diminuer de façon drastique à 4 en 1802. Bonaparte va tout faire pour qu'elle se développe. En 1806, il y avait 4 927 frères, dont 3 032 officiers, 1 458 sous-officiers et 437 soldats qui se répartissaient en 70 loges militaires. Nous voyons l'exponentiel qui s'est produit. Bonaparte dira le fond de sa pensée sur la franc-maçonnerie devant le Conseil d'État. Aussi longtemps que la maçonnerie n'est que protégée, elle n'est pas à craindre. Si au contraire elle était autorisée, elle deviendrait trop puissante et pourrait être dangereuse. Telle qu'elle est, elle dépend de moi. Et moi, je ne veux pas dépendre d'elle. Nous voyons bien l'état d'esprit de Bonaparte, de Napoléon. Toujours ce souci d'équilibre entre des forces qui s'opposent et lui là pour les réglementer. Il veillera à ce que la maçonnerie ne devienne pas une nouvelle religion. Il va maintenir un savant équilibre entre elle et le Saint-Siège, à tel point qu'il va favoriser la maçonnerie laïque et non déiste. Alors justement, la franc-maçonnerie, de quoi se composait-elle? Au sein de la maçonnerie, sur le territoire français, se trouvent deux tendances, une déiste et une laïque. Le Grand Orient, qui est laïque, et cela est officialisé en 1877 lors du couvent de France, qui vote la suppression de ses constitutions, la référence au grand architecte de l'univers. Et celui-ci est remplacé par, je cite, « Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, la franc-maçonnerie se refuse à toute affirmation dogmatique. » Et la deuxième, les loges écossaises déistes, qui, elles, étaient en relation et reconnues par la Grande Loge unique d'Angleterre. Bonaparte va obliger les loges écossaises à fusionner avec le Grand Orient et surtout, il impose que le Grand Orient devienne la seule obédience officiellement reconnue. Et cela sera le cas jusqu'à la fin de l'Empire. Nous nous doutons bien que cette fusion ne va pas se faire dans l'allégresse,
les maçons écossais reconnus considéraient le Grand Orient comme une obédience mineure et surtout non déiste. C'est Cambacérès, maître écossais et depuis peu archi-chancelier, qui fut chargé de cette fusion délicate. Les négociations duraient et Napoléon s'impatientait. Cambacérès va réunir Masséna, Biron et Grace Tilly, les 3 dirigeants de la loge écossaise, et lui diront que la réunion du rite ancien et du rite moderne étaient incompatibles. Mais une semaine plus tard, un protocole d'union est soumis à l'empereur. Le frère écossais Napoléon a pesé de tout son poids. Les Écossais vont se soumettre et accepter ce fait. Il faut bien souligner que les plus hautes autorités écossaises vont peser de tout leur poids. La régence écossaise du directeur de Bourgogne va tenir ce discours. Ne participons-nous, déclara l'orateur, à l'inestimable avantage d'avoir échangé les misérables restes d'une liberté déchirée contre le calme et les douceurs d'une soumission honorable. Soulignons le terme de soumission. Nous avons bien compris que la franc-maçonnerie peut critiquer la religion, mais pas le régime dirigé par Bonaparte et Napoléon Ier. La surveillance du travail effectué en loge sera strictement planifiée sur tout le territoire par le ministre de la Police, Fouché Joseph, qui est un frère et qui deviendra grand officier du Grand Orient de France en 1804. À la chute de l'Empire, la parole sera libérée et certains frères écossais diront le fond de leurs pensées. Ainsi, l'orateur d'Étang Charles Nicolas de la loge des Trinosophes dira « Celui qui venait d'être leur dominateur connaissait l'état de cette institution et se doutant bien qu'elle n'approuvait pas ce qu'il faisait, il résolut non pas de la détruire, mais de la corrompre et de la défigurer. Il la fit embrasser par son monde, par ses officiers, par ses magistrats, par sa cour et par son armée. Son archi-chancelier, même dont il avait fait un prince, en fut nommé le grand maître. Ainsi, l'austère maçonnerie perdit son caractère. Elle ne fut plus qu'un rendez-vous de plaisir, de fêtes, festins, occasions de flatterie et de servitude. Sous Bonaparte, la maçonnerie était vide de sens, mais fastueuse, polie et souvent agréable. Alors ce discours de constat ou discours afin de plaire au nouveau pouvoir, nous y reviendrons. Et l'autre point, c'est la franc-maçonnerie au service de la diplomatie. Et oui, Napoléon utilisa la maçonnerie pour servir sa politique extérieure. Ainsi, Cambacérès, grand maître du Géo, du Grand Orient, fut chargé de recevoir l'ambassadeur de Perse, Askeri Khan, à la loge Saint-Alexandre d'Écosse et le contrat social réuni de la loge mère écossaise de France. Pour éblouir l'émissaire, Napoléon envoya son tapissier personnel afin de décorer comme il se doit l'atelier pour l'initiation. Cependant, il faut souligner qu'il ne fut pas le seul à le faire. Les Anglais firent de même tout au long de leur histoire. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, si j'ose dire. Quels sont les éléments qui plaident en faveur d'une appartenance à la franc-maçonnerie? Avant d'étudier ces éléments, il faut avoir à l'esprit que le premier consul, puis Napoléon Ier, a instauré une censure plus qu'efficace sur la presse et qu'il contrôle tous les écrits se rattachant à sa personne. Cet élément a son importance et doit être pris en compte. Il tenait à ce que son image soit conforme à son souhait. Nous allons donc voir des faits qui sont survenus dans la vie de cet homme et qui peuvent démontrer qu'il était un frère. Mais auparavant, voyons le contexte familial de l'empereur. D'emblée, nous pouvons dire que tous les hommes de sa famille sont maçons et les femmes des épouses de maçons. Son père, Charles-Marie, est maçon. Le frère de sang de Bonaparte, Joseph, est initié le 8 octobre 1793 à Marseille au sein de la loge La Parfaite Sincérité en compagnie d'Antoine-Christophe Salichette, qui sera le protecteur du jeune Bonaparte, qui va jouer un rôle considérable dans son ascension. C'est dans cette loge qu'il rencontrera François Clary. Ils vont tous les deux se lier avec ce frère et fréquenter sa maison en faisant connaissance avec ses 2 filles, Marie-Julie et Bernadette Eugénie Désirée. Désirée fut destinée à Bonaparte, nous savons ce qu'il en deviendra, et Joseph épousera Julie. Tous les frères de Bonaparte sont également maçons, et le premier mari de Joséphine de Bornée, Alexandre, était également maçon dans la loge La Pureté. Cela ne l'empêcha pas, comme beaucoup d'autres frères, d'être guillotiné. Sa femme Joséphine est également maçonne dans une loge d'adoption. Alors une loge d'adoption, c'est une loge qui était rattachée à une loge masculine afin de leur permettre de participer à la philosophie et à la charité. Signalons que Napoléon va lui confier la grande maîtrise de la loge d'adoption Sainte-Catherine. Et signalons que c'est le frère Joseph Bonaparte qui fera voter par la Convention un secours financier de 600 000 livres pour les patriotes corses
réfugié sur le continent du fait des rebelles corses. Joseph qui deviendra en 1804 grand maître du Grand Orient jusqu'en 1815, et évidemment chute de l'Empire. Il en fut un grand maître respecté et c'est la raison pour laquelle son poste restera vacant jusqu'à sa mort. Donc voyons certains faits qui tendent à prouver son appartenance à la franc-maçonnerie. Le 27 mars 1796, Bonaparte arrive à Nice afin de prendre sur le terrain le commandement de l'armée d'Italie que le directeur lui a confié. Il est très jeune et dès son arrivée, il convoque à réunion les 4 généraux divisionnaires, Augereau, Laharpe, Masséna et Serrurier. Ces hommes sont des soldats d'expérience qui ont mené bien des batailles. Ce sont des meneurs d'hommes et leurs soldats connaissent leurs valeurs respectives et sont prêts à mourir pour eux. Imaginons cette réunion. Ces 4 généraux commandant chacun leur division se retrouvent face à un jeune général qui certes s'est bien comporté à Toulon, mais n'a pas une expérience au feu conséquente. Il est au début de sa carrière. Il est relaté que cette réunion dura un long moment. En sortant, les 4 généraux seront aux ordres de Bonaparte et lui obéiront sans aucune réserve. Précisons qu'ils étaient tous les 4 maçons et que le lien qui les unit va créer un lien de confiance. Si on considère en plus que Bonaparte est également un frère, nous comprenons mieux pourquoi ce climat, nous passons d'un climat de défiance, d'opposition, à une relation qui repose sur la confiance. Et n'oublions pas que le frère Salicetti l'accompagne, lui qui a été initié avec Bonaparte Joseph. Deuxième fait, sur le Directoire et l'Empire, des dizaines de documents décrits font part de l'appartenance à la franc-maçonnerie de Napoléon. Nous savons la surveillance exercée par les services de police sur tout ce qui a trait à Napoléon et ce qui pourrait être contraire à l'image voulue par lui-même. Concernant ce sujet particulier, il n'en est rien, aucune interdiction ou démenti. Troisième point, à l'occasion des fêtes maçonniques grandioses, au cours desquelles participent des frères qui occupent les plus hautes fonctions d'État, il est généralement rappelé que l'empereur est un frère, et ce n'est pas l'archi-chancelier Cambacérès qui est présent qui dira le contraire. Comment pendant toutes ces années, Napoléon aurait laissé cette imposture se propager, sans compter les frères disséminés sur tout le territoire. Point 4. En janvier 1811, lors de la cérémonie d'initiation de la loge Élisa de Florence, à Florence donc, présidée par le procureur impérial en présence d'autorités locales, du préfet, le colonel Jubbé lit un poème consacré à Napoléon qui figure dans le procès verbal de la loge. J'en retire les 4 vers les plus significatifs. Qu'il vive à jamais ce patron que l'univers entier révère. Cet immortel et franc-maçon, ce grand monarque est notre frère. Et bien entendu, il parle de Napoléon. Difficile d'être plus explicite et nous imaginons mal, c'est au personnage de l'État faire une fausse déclaration dans une loge portant le nom de la sœur de l'empereur et dont un compte-rendu lui sera expédié. Et je vous signale que ce PV figure dans le fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale de France. Point 5. L'historien Henri Bach publie en 1978 dans la revue maçonnique L'Initiation un article dont je cite les extraits les plus significatifs. Un de mes arrière-grands-pères, donc d'Henri Bach, initié dans la loge Saint-Jean de Jérusalem à Nancy, racontait que des membres de l'atelier affirmaient que Napoléon y vint et la présida. Pour en obtenir la preuve, il fallait retrouver les anciens procès-verbaux. Au cours de mon enquête, j'ai appris d'abord qu'en 1811, le général Ney y fut initié. Puis j'obtins ces renseignements précis concernant Napoléon. Il visita cet atelier le 3 septembre 1797, alors qu'il revenait du congrès de Randstadt. Une planche affirme que, passant à Nancy, Napoléon, bien qu'il ne fût que maître, a été introduit maillet battant sous la voûte d'acier, accueil réservé aux dignitaires de l'ordre. Le vénérable maître lui a proposé le maillet, comme il y coutume lorsqu'un vénérable maître reçoit un dignitaire. Ce document figure dans l'inventaire de la bibliothèque de Nancy. Point 6. Une chanson chantée le 6 janvier 1806 lors d'une fête maçonnique et célébrant l'union des 2 obédiences, dont j'ai déjà parlé, en présence de tous les dignitaires est claire. Donc je cite, « Des maçons, ce mortel chéri fut toujours l'appui tutélaire. Général, il était leur frère. Empereur, il est leur ami. Qu'en son honneur le bouchon parte, chargeons tous en honneur du nom de notre frère Bonaparte, de notre ami Napoléon. » Bon, ça veut tout simplement dire qu'ils vont ouvrir des bouteilles de bon vin ou de champagne, mais c'est très important. Général, il était leur frère, empereur, il était leur ami. Il y a quand même un changement de plan et je vais y revenir. Point 7. Un document répertorié dans les archives du Géo de France, rue Cadet, est constitué par le discours lu le 22 janvier 1806 à la loge de Saint-Jean de Martinique.
La maçonnerie repose sous les auspices d'un prince puissant, Sa Majesté l'empereur Napoléon, qui s'est déclaré protecteur de l'ordre maçonnique en France, après avoir lui-même participé à nos travaux, connu la pureté de nos principes et la sagesse de nos mystères. Le point 8, le général Radet, qui est l'inspecteur général de la gendarmerie, a fait plusieurs discours en loge en citant le frère Napoléon. Nous voyons mal un homme occupant cette fonction dire un mensonge. Je cite encore un fait établi le 23 juin 1810. Alors, vénérable maître de la loge Marie-Louise, le général Radet organise une tenue en l'honneur du mariage impérial qui commence par ces mots. Sa reconnaissance pour l'empereur Napoléon, notre illustre frère, à qui nous devons le rétablissement de la maçonnerie. Le point 9, la naissance du roi de Rome, le 20 mars 1811, va déclencher dans les loges de l'Empire des fêtes et donc des discours. Par exemple, le 31 mai 1811, la loge La Candeur à Lorient, donc installée dans la ville de Cassale dans le Piémont, en Italie, se réunit. Toujours dans les archives du Géo, se trouve un livre rédigé en italien qui comporte le PV de cette tenue. Je cite l'extrait. « Travaux consacrés à la naissance du roi de Rome, premier-né du très puissant frère Napoléon. » Et il y a également dans ce livre représenté un médaillon entouré d'une couronne et au centre est écrit « À l'Auguste Loeton Napoléon ». Qu'est-ce qu'un loeton? Un loeton, c'est le terme utilisé par les maçons pour désigner le fils d'un franc-maçon. Nous avons vu qu'il existe un nombre important de documents tendant à prouver que l'empereur était maçon. Ces documents se trouvent dans les archives du Géo de France, dans les fonds de la Bibliothèque nationale et dans de nombreuses loges, tant en France qu'à l'étranger, sans compter tous les documents qui sommeillent dans les archives privées départementales. Point 10, signalons que plus de 60 loges portent le nom de Bonaparte, de Napoléon ou celui des membres de sa famille. Alors, moins probant, car aucune trace n'a été retrouvée, ce ne sont que des récits, et nous ne connaissons pas les auteurs. Il est indiqué que certaines visites auraient été effectuées par l'empereur. Une, cependant, mérite d'être évoquée et a fait l'objet quand même d'un article dans la revue maçonnique, L'Abeille maçonnique, en 1830. Cet article, un soir accompagné de Duroc et de Lauristan, qui sont maçons tous les deux, bien entendu, il se rend à une loge qui se tenait faubourg Saint-Marceau, composée d'habitants de quartier. Duroc entre le premier comme visiteur et accueilli à la manière ordinaire. Il s'avance vers le vénérable maître et lui dit tout bas « Deux autres frères vont se présenter, mais ils ne désirent pas être connus. » Il s'agissait de Lauriston et de Napoléon. Le point 11, qui est en 1840, à l'occasion du retour des cendres, un certain nombre de loges organisèrent des tenues funéraires en hommage à leur frère Bonaparte. La loge Saint-Jean d'Écosse a expédié des convocations officielles sur lesquelles était écrit « Une fête funèbre aura lieu le dimanche prochain 20 décembre dans notre atelier à l'occasion de l'arrivée des dépouilles mortelles de l'empereur Napoléon, membre de notre ordre. » Rappelons quand même que cela faisait 19 ans que l'empereur était mort et, précision importante, nous parlons bien de maçonnerie écossaise. Le point 12, le 28 juillet 1844, Joseph Bonaparte décède à Florence. Il était, je vous le rappelle, le grand maître du Géo. En 1804, la revue universelle de la franc-maçonnerie publie un article pour lui rendre hommage. Il avait été appelé à la grande maîtrise par l'empereur qui avait voulu honorer une institution à laquelle il appartenait lui-même, qu'il estimait pour ses principes et pour ses œuvres et dont il voulait favoriser la propagation pour en généraliser les idées et les bienfaits. C'était une revue reconnue par tous les maçons et sérieuse dans ses articles. Je vais arrêter là parce que je pourrais vous en citer d'autres. Maintenant, je vais aborder le deuxième point. Quels sont les éléments qui plaident en faveur d'une non-appartenance à la franc-maçonnerie? Le point 1, il n'existe à ce jour aucune preuve tangible de son initiation. Son initiation, ça veut dire lorsqu'il rentre en maçonnerie. Aucun procès verbal d'une tenue, d'une loge où il aurait été reçu n'a été retrouvé. Le point, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans une archive quelque part ce PV qui traîne. Napoléon, point 2, Napoléon Ier ne fera que très peu de déclarations sur la franc-maçonnerie. Point 3, le chirurgien irlandais O'Meara, qui se trouve sur les Bellérophons, qui suivra l'empereur à Sainte-Hélène, rapporte dans ses mémoires un entretien qu'il aurait eu avec Napoléon sur la franc-maçonnerie le 2 novembre 1816. C'est un tas d'imbéciles, je cite, c'est un tas d'imbéciles qui s'assemblent pour faire bonne chère et exécuter quelques folies ridicules. Néanmoins, ils font de temps à autre de bonnes actions. Ils ont aidé la Révolution et récemment encore à diminuer la puissance du pape et l'influence du clergé. Lorsque les sentiments d'un peuple sont contre le gouvernement, toutes les sociétés particulières tendent à lui nuire.
O'Meara précise lui avoir demandé si les francs-maçons ont un lien avec les Illuminati. Et sa réponse de Napoléon fut « Non, c'est une société tout à fait différente. En Allemagne, elle est d'une nature dangereuse. » Ce témoignage a été largement utilisé pour prouver que Napoléon n'était pas maçon. Comment pouvait-il faire partie d'un tas d'imbéciles? Il reconnaît la raison pour laquelle il a développé la franc-maçonnerie. Le point 4, le premier valet de chambre de l'empereur, Louis-Constant Véry, que nous connaissons tous sous le nom de Constant, a écrit dans ses mémoires « On ne doit point omettre, en parlant de l'année 1813, le nombre incroyable des affiliations et parler de la maçonnerie comme de pur enfantillage bon pour amuser les badauds. » Il riait de bon cœur qu'on lui racontait que l'archi-chancelier Cambacérès, en sa qualité de chef du Géo, ne présidait pas un banquet maçonnique avec moins de gravité qu'il n'en apportait à la présidence du Sénat ou du Conseil d'État. Il se méfiait des sociétés connues sous le nom de Carbonari en Italie et des Illuminés en Allemagne. L'expression pur enfantillage peut paraître excessive. Pourtant, les plus hautes autorités et les plus hautes personnalités de l'État y ont participé. Le point 5. Il a été mis en avant que l'empereur n'a jamais confirmé sa qualité de maçon. Et il ne l'a jamais démenti non plus. Étant devenu empereur, il tenait à ce que ses subordonnés respectent une étiquette et ne le tutoient plus, par exemple. Cela peut expliquer la distance qu'il a prise avec la franc-maçonnerie et qu'il ne visitera plus les loges, du moins officiellement. Sa relation avec Lannes, qui était maçon, est révélatrice de la distance que l'empereur souhaite. Lannes continuait obstinément à le tutoyer. Bonaparte le vouvoyait à dessein, mais rien n'y fait, le tutoiement continua. Bourrienne, alors secrétaire du premier consul, relate un moment de colère de Bonaparte à ce sujet. Je cite « Lannes continuait à le tutoyer et l'on ne saurait se figurer à quel point cette persistance de familiarité chez l'un de ses plus vaillants frères d'armes lui était devenue insupportable. Il était devenu le seul qui osa encore traiter Bonaparte en camarade. Le résultat fut que Lannes est expédié au Portugal en mission et à son retour, il ne tutoya plus Napoléon. Point 6. Un article paru sous le Second Empire dans la revue Le Franc-Maçon, dont je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur, est plus direct. Nous sommes bien aises, je cite, nous sommes bien aises qu'une loge de Paris porte le nom de Bonaparte. Mais nous ne voudrions pas que l'on persistât à dire que l'empereur Napoléon Ier a été reçu franc-maçon, car rien ne le prouve dans notre histoire. Le nom de Bonaparte ne se trouve point sur le tableau d'aucune loge. Montholon, qui a suivi Napoléon et qui était franc-maçon, dira également que Napoléon n'a jamais été reçu franc-maçon. A priori, cela semble clair, mais il convient de se nuancer. Il s'agit d'une part de témoignages et d'autre part, Montholon parle de Napoléon et non de Bonaparte. Et concernant la non-inscription au tableau, il s'agit du Grand Orient de France. Et il est probable que Bonaparte a été initié au sein de la loge mère écossaise à Marseille avant l'unification de ces deux obédiences. Et nous savons que la loge écossaise n'a pas communiqué ses archives au Grand Orient. Point 7. Certains historiens disent qu'il n'est pas possible que Napoléon Ier soit franc-maçon en raison de son caractère. Il n'aurait pas supporté être considéré comme un égal vis-à-vis de ses supposés frères. Il est aisé de répondre encore une fois que c'est Bonaparte qui est a priori initié et qu'à cette époque, il n'était qu'au début de sa carrière et n'a pas en tête de devenir empereur. Voilà quand... Alors, je vais vous montrer maintenant une diapo. Cette diapositive, ça représente une gravure. Voilà. Alors, elle est parue dans le journal L'Illustration en 1921, à l'occasion du centenaire du décès de Napoléon Ier. Et cette gravure peut être interprétée justement de deux façons. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, nous avons pu voir à la télévision un nombre important de reportages consacrés à l'empereur. Et dans l'un d'eux, nous avons entendu une historienne expliquer qu'il s'agissait d'une représentation allégorique de la gloire éternelle de Napoléon que le dessinateur a voulu représenter. Il s'agit donc d'une interprétation, si j'ose qualifier, de profane. La deuxième interprétation, justement l'auteur de ce dessin n'est autre qu'Horace Vernet, date de naissance 1789-1863. Il est issu d'une famille de maçons et lui-même frère. D'ailleurs, il sera dignitaire du Suprême Conseil de France qui est chargé de gérer les hauts grades du rite écossais, ancien et accepté. C'est un Écossais. Et connaissant cela, une autre interprétation peut être effectuée, évidemment plus maçonnique.
Vernet a tout simplement représenté un épisode de la cérémonie d'élévation au grade de maître que tout compagnon subit pour acquérir ce grade. Napoléon porte dans sa main gauche une branche d'acacia et selon la formule du rituel, le maître renaît plus radieux que jamais. Il a voulu montrer que Bonaparte est un frère et qui plus est possède le grade de maître et il est destiné à une gloire éternelle. Je vais bientôt en terminer, je voudrais juste vous faire un petit clin d'œil. Le navire amiral qui emmène Bonaparte en Égypte a porté deux noms. Auparavant, il s'appelait le Royal Dauphin en 1792, lorsqu'il a été mis à l'eau. Il est devenu le Sans-Culotte en 1795 et lorsqu'il est parti pour l'expédition en Égypte, eh bien, il a été baptisé l'Orient. L'Orient, c'est un terme qui en maçonnerie désigne l'endroit où le soleil, la lumière paraît et où siège le vénérable maître de l'atelier. Alors ma conclusion, je vais vous livrer mon intime conviction qui évidemment n'engage que moi. À la question posée, Napoléon Ier, empereur des Français, a-t-il été initié? Mon intime conviction est non. À la question, Bonaparte a-t-il été initié? Mon intime conviction est oui. Au sein de quelle loge a-t-il été initié? Il me paraît hasardeux de donner une réponse. Mais mon intime conviction est que Bonaparte a probablement été initié le 8 octobre 1793 à Marseille au sein de la loge La Parfaite Sincérité, qui est une loge écossaise, en même temps que Joseph et Antoine Christophe Salicetti. Il était en contact avec eux et comment ne pas imaginer qu'il suivra leur ami. Mais toutes les hypothèses sont sur la table. Certains historiens pensent qu'il a été initié en Égypte, beaucoup même, qu'il a été initié, d'autres à Nancy, à Auxonne, où il a fait ses études, d'autres à Malte, mais pour Malte, très peu, parce que ça paraît improbable, parce qu'a priori, il n'y avait plus de maçonnerie à Malte. Et je rappelle quand même que pour bon nombre d'historiens, Bonaparte n'a pas été un frère. Donc, il vous appartient de faire votre propre opinion. Et pour vous aider, vous pouvez consulter les archives du Fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale de France. Une grande partie de celles-ci concerne la Révolution et a été sauvée au péril de sa vie par Alexandre-Louis Rottier de Montalot, qui était grand vénérable maître d'une loge au Grand Orient. Il y a aussi Napoléon franc-maçon de François Colaveri, publié en 2003, Napoléon franc-maçon de Christian Plume, publié en 1985, la revue évidemment du souvenir napoléonien récente, la numéro 97, les sociétés secrètes sous l'Empire, un initié des sociétés secrètes supérieures de Benjamin Fabre, et bien entendu les archives maçonniques du Grand Orient, rue Cadet à Paris. Mais nous avons bien vu que tout ce qui concernait les archives des loges écossaises jusqu'en 1804 ne lui ont pas été communiquées. Donc il y a évidemment un grand trou à ce niveau-là. Voici, Président, je viens de terminer donc cette présentation. J'étais un petit peu vide, je voulais citer plusieurs faits qui montrent d'un côté son appartenance et de l'autre son non-appartenance. Merci Gaston, vous avez été parfaitement, je dirais, vous êtes tenu dans le temps qui vous était imparti à quelque chose près et vous avez été très précis en même temps. Hein. Bon, c'est vrai que vous êtes allé un peu vite pour cela. Vous avez été très précis. Bon, vous avez instruit votre dossier de façon équilibrée, hein, avec les arguments pour et les arguments contre. Vous avez donné votre sentiment en exposant évidemment que ce sentiment, bien sûr, n'était pas partagé par nombre d'historiens. Et bien sûr, la question reste ouverte. Je crois qu'elle intéresse de nombreuses personnes, en Corse comme ailleurs. Mais c'est vrai que son environnement, en tout cas, était largement franc-maçon, y compris si l'on considère que lui-même ne l'était pas. Alors, j'ai deux questions donc, des internautes. Alors, ce sont des questions auxquelles vous avez un petit peu répondu, mais vous pouvez revenir brièvement en quelques mots. Pierre demande, est-il certain que Napoléon Bonaparte était favorable à la franc-maçonnerie? Alors, effectivement, je l'ai abordé, c'est un gros paragraphe. Oui, il a favorisé la franc-maçonnerie, mais vous avez vu qu'il a favorisé dans un dessein stratégique. Il voulait contrebalancer toujours ce souci d'équilibre qui est caractéristique chez Bonaparte, chez Napoléon. D'un côté, il avait le pouvoir catholique et il a voulu justement créer une maçonnerie qui fasse contre-pouvoir. Et il a sacrifié sa propre obédience, qui était écossaise, qui est déiste, pour justement favoriser le Grand Orient, qui est non déiste,
pour qu'il y ait ce contre-pouvoir. Donc effectivement, oui, il a favorisé, les loges ont explosé et il a placé évidemment à la tête de tous les postes importants, tous les postes clés, des hommes, des frères donc, qui lui étaient dévoués, y compris sa propre famille. Merci. Et alors, donc, la deuxième question, alors elle est posée par Jean-Paul. Comment les francs-maçons ont-ils aidé Napoléon Bonaparte durant sa carrière? Ah, ça c'est… Nous allons aborder un autre aspect. Alors, ils l'ont aidé, comme je vous ai dit, déjà le premier qu'il a aidé, c'est Salicetti, conventionnel Salicetti, qui l'a beaucoup aidé. S'il n'y avait pas eu Salicetti, c'est Salicetti qui va le proposer pour prendre à Toulon, prendre le commandement de l'artillerie. C'est Salicetti qui va le proposer avec le jeune Aurélien Robespierre, prendre le commandement de l'armée d'Italie. Salicetti qui va lui conseiller par 2 fois de refuser un commandement, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel en période révolutionnaire. Faut savoir quand même que l'armée de Vendée a été proposée au général Bonaparte. Donc nous imaginons ce qui se serait passé s'il avait été en Vendée. Déjà qu'on lui reproche pas mal de faits, alors on aurait pu lui reprocher le génocide. Il va également lui conseiller fortement de refuser un commandement que le général Humbert va prendre. C'est le commandement de l'armée que la Convention va expédier en Irlande pour libérer l'Irlande des Anglais. Et heureusement qu'il n'a pas été, parce que comme tout corps expéditionnaire, s'il n'est pas alimenté en troupes, le corps expéditionnaire a peu de chances d'aboutir. Et d'ailleurs, le général Humbert, après avoir remporté bien des victoires et libéré une grande partie de l'Irlande, va être défait et sera fait prisonnier. Et pourquoi? Tout simplement, la Convention avait besoin de troupes parce que les frontières de l'Est étaient occupées. Donc, effectivement, nous voyons que la franc-maçonnerie, les francs-maçons, ont joué un rôle important. Gambacérès va bien l'aider. Et il va toujours s'appuyer là-dessus. Il va prendre, par exemple, au niveau du consulat, le premier, deuxième consul, il prendra un deuxième consul qui sera Cambacérès, qui sera plutôt de droite, on va dire franc-maçon, et il prendra Lebrun qui sera, lui, plutôt entre guillemets de gauche, et qui est également franc-maçon, mais du Géo. Donc, il va s'appuyer tout au long de sa carrière pour avancer, pour ses assises sur des francs-maçons et qui va leur confier des postes importants. Alors, la question sous-jacente, mais est-ce que la franc-maçonnerie a été à l'initiative de la chute de Napoléon? Parce qu'effectivement, on trouve des auteurs qui abordent ce sujet. Et comme j'ai lu, j'ai lu l'extrait justement d'un discours qui a été fait a posteriori. Effectivement, c'est un débat, ça aussi. On peut penser qu'à la fin de l'Empire, les francs-maçons, surtout les loges écossaises, ont voulu reprendre en quelque part leur régularité et de se désolidariser du Grand Orient. D'ailleurs, dès la chute de l'Empire, les deux obédiences vont se séparer. La loge écossaise va reprendre son activité, va revenir reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre, et déiste, et le Géo va poursuivre son chemin. Et comme je vous ai lu, en 1877, il y aura ce couvent où il va bien affirmer qu'il n'est pas déiste. Donc oui, les francs-maçons ont aidé Bonaparte et Napoléon. Sans eux, je ne pense pas qu'il aurait eu cette carrière. Il ne l'aurait pas eu, même Joséphine l'a aidé. Merci Gaston. Alors pour cette communication très détaillée, très précise, qui nous donne, c'est vrai, un grand nombre d'éléments, dans un sens, dans l'autre, très honnêtement, sur le plan intellectuel, qui va donner à réfléchir, qui va également, je pense, susciter auprès de ceux qui vous ont entendu la volonté de se renseigner davantage et d'approfondir encore cette question qui, évidemment, a une grande importance. Donc, merci pour cette contribution décisive, je crois, au débat sur cette question, Gaston. Il me reste donc à donner rendez-vous à nos internautes, aux internautes, à tous ceux qui s'intéressent à cette série de conférences, de leur donner rendez-vous mardi prochain à l'heure habituelle. Et nous recevrons donc à cette occasion Madame Raffaelli Pasquini, qui a écrit sur Napoléon et Jésus. Donc c'est effectivement un livre qui me paraît tout à fait intéressant
que j'ai lu pour ma part, et nous avons hâte d'entendre les développements et les commentaires de Madame Raffaele Pasquini. En attendant, je remercie à nouveau Gaston Le Roulenchi et je dis à Gaston et à l'ensemble des auditeurs et des internautes. Donc, je leur donne rendez-vous pour les dernières conférences organisées dans le cadre de cette série qu'a voulu l'Assemblée de Corse. Je remercie à nouveau l'ensemble de ceux qui ont contribué à ces conférences et à celle-ci tout à fait, tout particulièrement. Je remercie bien sûr le service informatique, je remercie le secrétariat général, je remercie le cabinet de la présidente de l'Assemblée de Corse et je remercie évidemment tous les fonctionnaires qui ont contribué, qui ont rendu possible, tous les agents qui ont rendu possible ces conférences. Voilà, merci à toutes et à tous, merci bien sûr à notre invité une nouvelle fois et à la semaine prochaine. Merci, Président.